raccroche, je vois les messages d'Arthur. Dans la foulée, Thomas m'appelle. J'ai pas le réactif. Non, je suis en train de montre ça, machin. 6h20, j'ai non, pas besoin. 8h20. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Les verres qu'elle a, je comprends là-dessus, il est serre. Vous arrivez à Ville ou pas chez vous? C'est vrai? Mais il faut garder quand même un message que tout le monde n'a pas eu des images clés, mais il faut s'organiser. Si on peut vous mettre là, ça avance un peu, ouais. Le but c'est d'avancer un peu. Spécial dans la boîte. Non, derrière son dos, elle essaye de. Ah oui, je pense que Météo, je pense que tu vas venir. Vu que sa voiture. Sa voiture. Un photographe des photos de Marie-Madeleine, la patronne de l'URL. Elle arrive. Bonjour. Marine Le Pen. Bien, donc ultime rendez-vous avec le nouveau Premier ministre. Nous avons un peu le sentiment, depuis quelques mois, de vivre un jour sans fin. Bon, j'en ressors sans avoir une vision extrêmement précise de ce que M. Lecornu souhaite faire, ce qui est assez inquiétant à quelques jours du discours de politique générale. Donc on ne peut qu'espérer que le discours de politique générale soit plus clair et soit capable de marquer une vision. Nos exigences, vous le savez, sont toujours les mêmes. C'est arrêter avec la folie dépensière d'une immigration absolument dérégulée. C'est alléger, si c'est possible, la pression fiscale et notamment sur les classes moyennes qui depuis des années voient la pression fiscale sur eux s'aggraver. C'est évidemment commencer le combat contre la fraude, les fraudes qui sont un vol organisé des Français. C'est retrouver de la sagesse dans la contribution à l'Union européenne. Je rappelle que la contribution nette a augmenté dans des proportions qui sont inadmissibles, puisqu'on a assisté à un doublement en l'espace de quelques années. Donc j'ai réitéré au Premier ministre les exigences qui sont celles des électeurs du Rassemblement national et nous attendrons lundi pour voir s'il prend en considération
ces éléments. Est-ce qu'à ce J'ai stade, pris connaissance de l'annonce de ne pas utiliser le 49.3, ce que je trouve pour le coup plutôt respectueux de la Constitution, car je rappelle que le 49.3 a vocation à contraindre sa propre majorité, et le Premier ministre n'a pas de majorité. Il semble quand même, dans les derniers Premiers ministres, être celui qui en a conscience. On en a fait un pas, car manifestement, tant M. Barnier que M. Bayrou n'avaient pas pris conscience qu'ils n'avaient pas de majorité. Donc cette annonce que le Premier ministre n'utilisera pas le 49.3 m'apparaît plus respectueux de la démocratie que ce qui a pu être fait dans les années précédentes. Maintenant, nous restons dans l'attente, encore une fois, de ce discours de politique générale qui devra être beaucoup plus clair que ce que j'ai pu entendre ce matin pour convaincre le Rassemblement national de participer, à tout le moins, aux travaux du budget. Est-ce qu'à ce stade, vous allez vers la censure, Marine Le Pen? Donc en fait, vous aviez prévu votre question, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit, et donc vous posez la question à laquelle je viens de répondre. Mais avec les échanges fondamentalement les choses. Non, ça ne change pas fondamentalement les choses, mais ça veut dire qu'en réalité, le Premier ministre accepte l'idée qu'il doit trouver dans les différents secteurs du budget une majorité à l'Assemblée nationale. Donc je suis obligé évidemment d'en conclure que le Rassemblement national aurait ainsi un pouvoir supplémentaire à celui qu'il aurait si le 49.3 était utilisé, puisque par définition nous sommes, je le rappelle, le premier groupe de l'Assemblée nationale. Et pour l'instant on est quand même loin de la rupture qui était promise par il évoque beaucoup la rupture, mais ah oui, merci. On pense donc la même chose. Je ne vois pas bien la rupture avec le macronisme, mais encore une fois, comme je suis d'un naturel optimiste, j'attends le début de la semaine prochaine où, semble-t-il, se déroulera le discours de politique générale, car c'est celui, en réalité, qui est attendu. Il ne vous a pas échappé que personne n'attend les ministres. Ce qui est d'ailleurs un véritable problème. Dans une démocratie, on se dit qu'il y a une sorte d'intérêt pour savoir qui va être ministre. Là, personne n'a aucun intérêt et personne ne ressent le moindre suspense sur la nomination potentielle des ministres. Donc c'est ce discours de politique générale qui évidemment permettra de voir s'il existe une rupture ou pas, étant entendu, et vous le savez, je le répète, que pour le Rassemblement national, c'est la rupture ou la censure. En contrepartie du non-usage du 49.3, le Premier ministre appelle à des compromis. Est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui des compromis entre le gouvernement et le Rassemblement national? Par définition, le Rassemblement national, s'il n'y a pas de 49.3, va soit à l'issue du discours de politique générale décider de censurer parce que véritablement il n'y aura aucun élément qui pourra sauver ce gouvernement, ou alors prendra la décision de participer aux travaux parlementaires, c'est-à-dire avancer les options qui sont importantes pour nos électeurs en cherchant à les faire voter. Car je rappelle quand même que dans les dernières semaines, c'est le Rassemblement national qui a fait voter la loi du plan, c'est le Rassemblement national qui a fait voter le texte modifiant très profondément la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est le Rassemblement national qui a permis le vote de la loi simplification. Donc nous avons eu un rôle absolument essentiel dans l'amélioration de l'avenir des Français dans les dernières semaines. Bon, donc nous verrons si nous avons la possibilité de faire cela, mais encore faut-il, encore une fois, que le discours de politique générale marque une véritable rupture, et permettez-moi, au moment où on se parle, d'en douter. Ça veut dire que ce matin, le Premier ministre n'a rien évoqué en termes de pistes. Il a sorti plusieurs éléments cette semaine, des baisses d'impôts pour les personnes les plus modestes. On a aussi reparlé de la CSG. Vous êtes dans le flou à l'issue de cet entretien ce matin avec Sébastien Lecornu? Oui, j'avoue que les éléments qui ont été fournis par M. Lecornu m'apparaissent encore extrêmement vagues quand ils ne sont pas mal calibrés. Il n'a eu aucune concession. Il n'a fait aucune concession à votre parti, à votre programme. Non mais à vos je n'étais pas venu pour réclamer des concessions. Je suis venu pour exprimer la voix des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Après, soit il en tient compte dans son discours de politique générale, soit il n'en tient pas compte. Voilà, c'est pas, il n'y a pas d'accord qui peuvent se dérouler dans le secret des bureaux.
C'est pas comme ça que ça se passe en démocratie. Madame Le Pen, justement, on voit une meilleure représentation du Rassemblement national au bureau de l'Assemblée nationale. Hier, la gauche a dénoncé un pacte de secret, de non-censure entre le RN et la Macronie. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Donc il faut qu'ils arrêtent le complotisme. Voilà, je trouve que c'est un peu grave. Je rappelle que les vice-présidents de LFI ont été aussi élus, en quelque sorte, avec les voix du Rassemblement national. Ils n'ont pas pour autant démissionné. C'est-à-dire qu'il y avait une liste de 6 vice-présidents, 2 du Socle commun, 2 de LFI, 2 du Rassemblement national, et c'est normal, parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale exige que le bureau soit constitué en se rapprochant le plus des poids des différentes formations politiques. Donc on voit d'ailleurs que la gauche s'éloigne de plus en plus du fonctionnement démocratique, puisqu'ils contestent cela. Ils le contestent, mais enfin quand c'est à leur avantage tout de même, hein, ils oublient d'en tirer les conséquences. Bon, donc c'est normal, nous sommes revenus à une normalité, nous n'avons rien obtenu, rien d'ailleurs demandé. Je pense que le Socle commun s'est rendu compte de lui-même que l'année où il avait, dans des conditions scandaleuses, écarté avec la gauche le Rassemblement national de toute représentation, eh bien, leur avait coûté cher. Et donc, ils sont revenus au respect du règlement de l'Assemblée nationale. Je ne vais pas leur dire merci, vous voyez, je ne vais pas dire merci pour ce qui m'apparaît être la normalité du fonctionnement démocratique de notre Assemblée. Qu'est-ce qui change après cet entretien? Je vous l'ai dit, pas grand-chose. Bonne journée. T'inquiète, avec plaisir. Lucas, Lucas. Pardon, excusez-moi. Attention. Lucas, tu peux avancer un peu. Ok, mais pas face cam, avec l'image. Oui. Tout à fait. Tout à fait, vous pouvez le voir, il y a Olivier Faure, on parle d'Espagne, je mettre des députés, des choses spéciales à l'Assemblée nationale. C'est le tour qui est fait. C'est vrai, il faut prendre la parole, on a beaucoup de ces les socialistes sont d'accord. Bonjour. D'accord. Nous voulons peut-être, avant de rentrer à Matignon, rencontrer le Premier ministre, vous dire notre état d'esprit au moment où ce matin il fait des déclarations qui actent un changement de méthode, l'abandon du 49.3, et donc nous voulons vous dire à ce moment précis ce que nous en pensons. C'est évidemment une revendication que nous avons posée depuis longtemps et qui correspond à une vraie évolution de la pratique institutionnelle. Prononcer le 49.3, c'est accepter l'idée que désormais, c'est le Parlement et lui seul qui aura le dernier mot. Simplement, nous savons aussi que derrière cette proposition se cachent des détails qui permettent au gouvernement de continuer à cornaquer, à caporaliser le débat parlementaire. Et c'est la raison pour laquelle nous allons lui demander, dans les minutes qui vont venir, s'il est prêt, dans la séquence qui s'ouvre, à permettre un débat, notamment sur la question de la réforme Borne. Est-ce qu'il est prêt à ce que d'ici au mois de décembre, les députés, les sénateurs aient la possibilité de voter pour la première fois sur une réforme qui précisément n'a été adoptée que grâce au 49.3. C'est une volonté exprimée depuis longtemps par les Françaises et les Français qui ne se dément pas. Et donc nous allons vérifier ce matin que l'intention qu'il affiche est une intention qui va jusqu'au bout et qui n'est pas simplement une facilité
une habileté qui pourrait se révéler redoutable si par ailleurs il ne s'engageait pas à respecter le front républicain tel que nous l'avons toujours conçu et qu'il n'y avait pas ce cordon sanitaire qui était maintenu vis-à-vis de l'extrême droite. Nous avons malheureusement hier eu la désagréable impression que les partis du socle commun tournaient le dos aux engagements qui avaient été pris devant les Français au mois de juillet 2024. Comme vous le savez, hier, à l'Assemblée, les parlementaires de la droite et de l'extrême droite ont joint leurs voix et se sont associés pour permettre donc de retrouver une majorité à la fois au bureau de l'Assemblée et dans les commissions. Donc nous allons vérifier tous ces éléments. Nous allons aussi poser des questions très concrètes. Nous ne sommes pas uniquement à la recherche d'éléments de procédure. Ce que nous voulons, c'est que la vie des Français puisse changer. C'est la raison pour laquelle nous avons posé, avec les groupes parlementaires, un contre-projet à la fin du mois d'août qui permettait à la fois des économies, mais qui les prenait sur les ultra-riches, qui permettait aussi une relance et qui permettait une augmentation du pouvoir d'achat sensible pour les salariés. Donc nous allons vérifier que ce matin, derrière ce qui pourrait apparaître comme un écran de fumée, nous avons bien une intention gouvernementale qui est de faire évoluer sa copie et de ne pas pénaliser les Français tel que François Bayrou l'avait imaginé, ce pourquoi il a été licencié il y a quelques jours à peine. Voilà l'état d'esprit dans lequel nous rentrons et nous vous tiendrons au courant effectivement de ce que nous avons compris, de ce que le Premier ministre nous répondait dans l'heure qui vient. Après cette annonce, y a-t-il une censure a priori? Mais je viens de vous dire l'état d'esprit dans lequel nous rentrions et nous vous dirons en sortant ce que nous en pensons et quelles sont les réponses que le Premier ministre a apportées aux interrogations que nous formulons. S'il répond oui, il n'y aura pas de censure? Je vous répondrai tout à l'heure avec mes camarades. Merci beaucoup. Ouais, soutien, merci. On va attendre la sortie. Vous allez bien? Il commence à faire un peu froid quand même pour attendre comme ça dehors. Eh bien écoutez, on est venu s'expliquer avec Monsieur Le Cornu et cette explication de texte, on va la voir au nom des écologistes, mais je pense aussi un peu au nom des Français. On a observé depuis 22 jours qu'il est maintenant Premier ministre, sa stratégie qui est une stratégie du chloroforme, c'est-à-dire qu'il cherche à tous nous endormir en ne faisant rien, en ne disant rien, en bougeant le moins possible. Toujours aucun gouvernement d'ailleurs au bout de 22 jours, alors qu'il y a eu 3 grands mouvements de manifestation en à peine 3 semaines, ce qui est historique. Et il y a un côté un peu vertigineux de voir et de constater que dans une 5e République où jamais un gouvernement n'avait été renversé comme ça en demandant la confiance des parlementaires et en ne l'obtenant pas, ça n'était jamais arrivé de la 5e République. Normalement, quand un truc comme ça historique arrive, vous vous posez, vous arrêtez tout, vous dites attendez là, il y a une urgence, c'est à tout reconsidérer, on va tout changer, on va faire des choses qu'on n'a jamais faites et vous faites une vraie rupture pour le coup. Ce matin, en nous réveillant, comme vous toutes et tous, ou alors vous étiez au courant et vous ne nous avez pas prévenu, on a appris que M. Le Cornu faisait une allocution dans la cour de Matignon à 8h45. Donc on a attendu en se disant que peut-être nous aurions des réponses à nos questions. Et finalement, on a retenu une chose, l'abandon, enfin le renoncement au 49.3. On ne va pas vous mentir, c'est une
des demandes que nous avions faites et depuis longtemps. Donc si je veux être positive, je vous dis au nom des écologistes qu'on note un petit début d'inflexion des macronistes sur un sujet. Mais je suis aussi une citoyenne française. Et je me dis en tant que Française, est-ce que des Français vont être convaincus en disant « Ah bah alors là, ma vie va changer » parce que M. Le Cornu a renoncé au 49.3, évidemment que vous voyez la limite de l'exercice. Les Français, ils attendent des mesures concrètes de justice fiscale. Je rappelle que sur la taxe humaine, 92% des électeurs macronistes sont pour, que 86% des chefs d'entreprise sont pour. Ils n'ont aucune excuse au gouvernement pour ne pas le faire. Donc nous, on est venu s'expliquer là-dessus. Pourquoi ça n'avance pas? On est venu s'expliquer sur la justice sociale, donc, qui comprend des mesures de pouvoir d'achat, des mesures de services publics, des mesures de rétablissement d'aide directe aux Français, comme sur l'isolation de leur logement, pour aussi alléger leur facture d'électricité, ou d'aide pour changer de voiture, parce que quand vous êtes dépendant aujourd'hui des pleins d'essence, ça devient quand même très compliqué. Et donc on attend des choses sur la justice sociale et évidemment aussi sur l'écologie, sur l'environnement. Vous savez qu'on est en 2025, qu'aujourd'hui personne ne peut dire je ne sais pas. Tout le monde sait, même ceux qui disent l'inverse savent au fond d'eux qu'on a un problème. Cette semaine, la 7e limite planétaire a été franchie. Les limites planétaires, c'est des limites qui, si elles sont franchies, perturbent l'habitabilité même de la planète. Cette semaine, c'est l'acidification des océans qui a été franchie. Je précise que les limites planétaires, c'est pas comme la dette, c'est qu'elle ne se rembourse pas, la dette environnementale. Donc quand vous franchez une limite planétaire, c'est foutu. Donc c'est la 7e sur les 9 qui existent qui a été franchie. Et donc c'est extrêmement préoccupant. Et là aussi, on devrait avoir en France des politiques, tous partis confondus, qui posent les silents en disant attendez, on est en train d'envoyer nos enfants dans le mur. C'est pas juste le sujet de quelle planète on laissera à nos enfants, c'est y compris quels enfants on laissera à la planète, comment on les prépare à tout ça, et on n'en parle jamais. Monsieur Le Cornu fait une grande interview dans le Parisien en citant 5 priorités. Il ne parle de l'environnement et de l'écologie à aucun moment, depuis 22 jours. Depuis 22 jours. Donc on vient s'expliquer avec lui, on attend des réponses fermes, au moins sur ces 3 sujets. On a d'autres questions, j'en avais parlé à Fédénaire, le Mercosur, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais ça va être une explication de texte, je pense, un peu salée. Et si on ressort sans aucune réponse sur rien, vous savez bien ce qui va se passer. On sait, Marie Tondelier, qu'il est en train d'annoncer... C'est Cyril qui va vous répondre et les questions, on fera plutôt... Cyril va faire une déclaration et on ira après, on répondra aux questions en sortant. Comme vient de l'indiquer Marine Tondelier, les écologistes, le groupe écologiste et social, ont demandé depuis la censure de Michel Barnier, soit depuis plus d'1 an, le renoncement au 49.3. Avec cette annonce, c'est une première concession que Sébastien Le Cornu fait aux écologistes et fait à la gauche. Mais nous ne sommes pas dupes du jour auquel ça arrive. Hier, vous avez pu le constater, il y a eu un pacte qui a été fait entre le socle gouvernemental, c'est-à-dire les macronistes, les républicains, et le groupe du Rassemblement national, c'est-à-dire l'extrême droite. Eh bien, la question que nous lui poserons, c'est est-ce que finalement c'est la continuité de ce pacte? Est-ce que nous allons continuer à l'Assemblée nationale, voir, comme c'était déjà le cas, le bloc gouvernemental voter la loi du plomb avec l'extrême droite? Est-ce que c'est le même pacte qui va continuer pour refuser la taxe Zuckman? Est-ce que le pacte macroniste extrême droite va perdurer pour refuser les financements des énergies renouvelables? Est-ce que dans la corbeille de la mariée, il y a les demandes de Bruno Retailleau de laisser une politique de santé publique, c'est-à-dire l'aide médicale d'État, être gérée par le ministère de l'Intérieur? Qu'il soit très clair, nous demandions la fin du 49.3 par respect de la Constitution. C'est une concession, mais à aucun moment nous laisserons cet écran de fumée revenir sur une politique de fond. L'abandon du 49.3 sans un front républicain très clair et le refus d'un pacte entre les macronistes et l'extrême droite, ce serait une faute morale, ce serait une faute politique, et jamais nous n'accepterons que l'Assemblée nationale reprenne et vote des idées et des propositions de l'extrême droite sans une opposition ferme, dure des écologistes. Bon, ce n'est qu'un début, continuons le combat. On va au rendez-vous et on vous raconte à la sortie. À tout à l'heure. Matin.
avec cette annonce. Ils n'utiliseront pas le 49.3. J'ai une chute longue, enfin j'ai des trucs à dire. Pour donner des arguments de... Oui, ça fait une heure maintenant que les socialistes sont ici reçus à l'hôtel de Matignon. Ils sont arrivés avec une volonté pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un vote à l'Assemblée nationale sur la dernière réforme. Et ces derniers jours, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, l'a martelé. Il faut renverser la table pour obtenir un accord de non-censure pour le Premier ministre. Et selon nos informations, le Cornu qui tente en ce moment même de convaincre les socialistes, il y aura ensuite les écologistes. Marine Tondelier notamment est arrivée il y a quelques instants. Et puis ensuite, ils vont pour la suite de ces consultations. Sur le fond, ce qui est possible, ce choix est très important en ce moment même dans le bureau de Matignon. Ça ne change pas la tête des socialistes. On va juste vous dire un petit peu notre état d'esprit. Suite à l'annonce qu'a faite le Premier ministre ce matin, de laisser a priori le débat se faire au Parlement et de ne pas utiliser le 49.3, on a besoin d'en savoir un petit peu plus. Parce que vous savez, le 49.3, c'est pas notre tasse de thé. Et justement, nous faisons partie de ceux qui, depuis le début, demandons à ce que le 49.3 ne soit pas utilisé pour laisser le Parlement travailler. Ce qui permettrait notamment de mettre à l'ordre du jour du budget et du budget de la sécurité sociale l'abrogation de la réforme des retraites, puisqu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour l'abroger, mais aussi la taxe Zuckman, mais aussi le CETA, le Mercosur, autant de sujets sur lesquels on a vu qu'à l'Assemblée nationale, il y avait des majorités. Et donc, nous venons tout simplement demander au Premier ministre si derrière cette absence de 49.3, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de piège. L'absence de 49.3, ça doit être sur le budget de l'État, mais aussi sur le budget de la sécurité sociale. Et ça doit aussi de permettre aux députés de pouvoir déposer des amendements sans qu'il y ait d'article 40 ou d'autres artifices utilisés qui priveraient le droit d'amendement des députés. S'il n'y a pas de 49.3, mais qu'on ne peut pas amender un texte, qu'on ne peut pas déposer un amendement d'abrogation, de suspension de la réforme des retraites, d'augmentation des pensions, c'est un jeu de dupes, quoi, c'est pas possible. Et donc on n'acceptera pas ça. Nous, on est là pour défendre le pouvoir d'achat des Français, défendre les services publics, obtenir l'abrogation de la réforme des retraites, et donc que le Parlement travaille et qu'il nous laisse travailler. Le gouvernement a proposé tout à l'heure aux socialistes la création d'une taxe sur le patrimoine financier qui ne touche pas le patrimoine professionnel. Est-ce un bon signal qui est envoyé selon vous ou c'est insuffisant? Nous, on a dit depuis le début que toute mesure qui permettrait de faire rentrer des sous dans le budget de l'État en allant en chercher chez les plus riches, sur le capital, ça ira dans le bon sens. Et donc, on ne focalise pas sur la taxe Zuckman. La taxe Zuckman, c'est une bonne proposition sur laquelle il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Mais nous regarderons toutes les propositions qui permettront de faire rentrer des recettes nouvelles dans le budget de l'État pour pouvoir financer justement des mesures de justice sociale. Il faut de la justice fiscale, il faut de la justice sociale, et donc il faut que le débat puisse avoir lieu au Parlement. C'est-à-dire si lui il vient avec une proposition de ce type-là, et que nous derrière, on peut pousser pour faire en sorte que ça rapporte suffisamment, voilà, on sera... Vous êtes ouvert à une alternative, pas uniquement Zuckman, pas que la taxe Zuckman. Vous pourrez écouter toutes mes interventions, je n'ai jamais parlé que de la taxe Zuckman. L'avantage de la taxe Zuckman, c'est qu'elle a déjà été proposée sous la forme d'un texte à l'Assemblée nationale, qu'il y a une majorité pour la voter, donc il y a déjà eu un débat, on sait que ça peut passer, donc c'est l'intérêt. Voilà. Mais on défend aussi la progressivité de l'impôt sur les plus riches, le retour de l'ISF, la taxation des dividendes. Il y a plein de leviers fiscaux pour obtenir plus de justice fiscale. Il faudra mettre tout ça sur la table. Donc a priori, pas de censure d'emblée.
Ah non, j'ai pas dit ça. Moi, j'attends d'avoir des garanties sur le fait qu'il puisse y avoir un vrai débat sans 49.3 à la fin. C'est-à-dire que pas de 49.3, mais pas non plus d'article 40, pas de vote bloqué, voilà, pas d'interdiction de déposer des amendements parce qu'ils créeraient une charge trop importante. En fait, nous attendons le discours de politique générale et on verra après. Et puis, nous venons avec des questions très précises auprès du Premier ministre sur ce qu'il veut dire par pas de 49.3. Moi, je salue plutôt ce pas, mais derrière, je veux que ce soit concret, que ce soit valable aussi sur la Sécu et que ça nous permette, vraiment de pouvoir défendre des amendements, d'avoir des majorités, même si ça contrarie le président de la République, même si ça contrarie les députés de sa majorité. Il faut laisser les élus du peuple, les députés, travailler. Voilà, une bonne fois pour toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci, à tout de suite. Essayer d'aller au fond du débat et de comprendre ce à quoi il était disposé. Il nous a présenté une copie très insuffisante et à bien des égards alarmante sur le fond, même si il a précisé que, s'astreignant à ne plus utiliser le 49.3, la copie pourrait être corrigée par le Parlement, puisque c'est désormais, selon ses mots, le Parlement qui décidera. Mais je veux quand même un instant revenir sur la copie initiale, qui est très loin de celle que nous avons nous-mêmes présentée. Il coche toutes les cases à minima. Sur la question des ultra-riches, nous avons compris qu'il y avait, en réalité, une volonté de maintenir un niveau d'imposition équivalent à celui qui était celui du budget Bayrou, le budget initial, celui de 2025. Puisque dans un jeu à somme nulle, on est dans une situation où certains impôts baissent, d'autres sont créés, mais en réalité, rien ne change fondamentalement. Et ce que les ultra-riches ne paieront pas, ce sont tous les autres Français qui auront à le payer. Et de ce point de vue, les restrictions qui vont être apportées, notamment sur l'assurance maladie, sont inquiétantes. Dans le débat parlementaire, il est une évidence que s'il devait avoir lieu, nous serions les premiers à déposer des amendements et à chercher à corriger une copie qui, à bien des égards, est très injuste et ressemble, à s'y méprendre, à la copie de François Bayrou. Même si il y a quelques effets produits par des seuils nouveaux qu'il crée. Mais il n'a pas répondu à la question fondamentale que nous lui avons posée. Nous voulons que tous les débats soient possibles au Parlement. Il a renoncé au 49.3, il n'a renoncé qu'au 49.3. Ce qui, en clair, signifie pour les Français qui nous écoutent et qui n'ont pas en tête les subtilités de la procédure parlementaire, qu'au moment où nous nous parlons, nous ne pourrons pas revenir sur la réforme des retraites. Que le Premier ministre ne s'est pas engagé à ce que ce débat puisse avoir lieu. Or, ce débat, chacun le sait ici, a été interrompu par un 49.3, procédure à laquelle il renonce et dont il dit en quelque sorte qu'elle était illégitime pour les réformes précédentes. Et donc nous lui accordons le bénéfice des heures prochaines pour réfléchir et donner sa réponse lors du discours de politique générale. Et nous jugerons en fonction de ce qu'il nous dira à ce moment-là. Mais chacun le comprend, nos exigences ne sont pas plus faibles à la sortie qu'à l'entrée. Nous ne voulons pas être les dupes d'un jeu qui serait un jeu au cours duquel la droite, parfois alliée à l'extrême droite,
rendrait une copie qui serait plus injuste encore que celle que nous avons eu à connaître avec François Bayrou. Donc à lui de dire maintenant quelles sont les assurances qu'il donne, dans quelle mesure il est prêt à renoncer à toute forme de projet de loi qui, au-delà de la question budgétaire, serait une dérive vers l'extrême droite, à lui de dire ce qu'il est prêt à faire pour que tous les sujets soient sur la table et pas uniquement ceux qu'il choisit. À cette condition-là, nous pouvons être amenés à ne pas censurer le Premier ministre dans le discours de politique générale. Inversement, si aucune réponse n'était donnée, si il considérait que ce qu'il a dit aujourd'hui solde toute forme d'évolution, nous constaterions avec regret qu'après avoir annoncé des ruptures sur la forme et sur le fond, il y a bien un début de rupture sur la forme, mais que sur le fond, rien n'a changé. Il aurait parlé d'une taxe sur le patrimoine financier. C'est insuffisant pour vous, justement, il a parlé d'une taxation des plus riches. Mais la question, vous l'avez bien compris, c'est qu'est-ce qu'on taxe et à quel niveau et avec quel rendement. Ce que je comprends de ce qu'il dit, c'est qu'il est en fait sur une taxe qui est plutôt de l'ordre d'1 milliard, 1,5 milliard. Là où nous constatons année après année que les distributions de dividendes pour le CAC 40 sont plutôt autour de 100 milliards plutôt que de 1 milliard. Qu'on a des très riches qui ont vu leur patrimoine doubler, passant de 600 à 1200 milliards d'euros. Et donc là, on nous dit qu'on prélèverait 1,5 milliard. Comprenez que ce n'est pas tout à fait ce que nous présentons. Et que dans le débat, puisqu'il n'y a plus de 49.3, nous sommes prêts à défendre des positions et nous continuerons à défendre la taxe Zuckman. Maintenant, ce débat-là, il est autorisé. Et donc, d'une certaine façon, ça nous convient. Mais nous voulons que tous les débats soient autorisés. Que ce ne soit pas simplement sur la simple volonté du gouvernement, au fond, de choisir les seuls terrains sur lesquels il est prêt à discuter. Nous voulons que tous les terrains soient ouverts. À cette condition-là, eh bien, nous jouerons le jeu de la démocratie et le jeu de la démocratie parlementaire. Mais si cette démocratie est entravée, il y a d'autres articles qui sont dans la Constitution et qui permettent pour le gouvernement de cornaquer, de caporaliser le débat. Et nous ne voulons pas de cette caporalisation. S'il dit qu'il se met, je reprends ces mots, sous la tutelle du Parlement, il doit se mettre sous la tutelle du Parlement de A jusqu'à Z, de Zuckman jusqu'à Borne. À cette condition-là, nous avons là un chemin dans lequel nous pourrons avancer et nous nous plierons, nous, aux règles de la démocratie. Quelles mesures sur le pouvoir d'achat éternels insatisfaits? Mais je viens de vous dire que nous ne sommes pas insatisfaits, je viens de vous dire que nous sommes des exigeants. C'est pas tout à fait la même chose. Nous sommes dans une situation où nous voulons que tous les débats soient mis sur la table, comme les Français le souhaitent. Les Français ne souhaitent pas qu'on parle uniquement de ce que le gouvernement a décidé d'évoquer. Il ne peut pas y avoir une part de la copie qui reste cachée parce que le gouvernement n'en veut pas. Nous avons bien compris que le président de la République est planté sur ses ergots et considère qu'il y a des débats interdits. Nous considérons qu'il n'y a aucun débat interdit. Nous prenons notre risque en le disant. Nous savons très bien qu'il peut y avoir demain des débats dans lesquels droite et extrême droite peuvent nous mettre en minorité largement. Nous sommes prêts à prendre ce risque-là. Mais à une condition, c'est que tous les débats soient possibles. Et que ce ne soit pas une situation où, en fait, le gouvernement choisit pour nous tous et par d'autres canaux que ceux du 49.3, il contraint le débat. Vous avez échangé sur le pouvoir d'achat. Le dialogue est complètement fermé. C'est ce que vous avez l'air de dire. Non, au moment où nous nous parlons, si votre question est de savoir si nous avons constaté des ruptures sur le fond, la réponse est évidemment non. Est-ce qu'il est venu avec des propositions qui allaient dans le sens des propositions que nous avons formulées, avec l'ampleur que nous avons présentée, des propositions soutenues par les Françaises et les Français? La réponse est non. Aujourd'hui, sur la question de la réforme des retraites, ni sa suspension, ni la possibilité de son abrogation ne font partie de ce qui a été mis sur la table par le Premier ministre. Et ce que vient de dire Olivier Faure est parfaitement limpide. Nous demandons, sur ce point de vue-là, si c'est le Parlement, c'est sur le Parlement, sur tous les sujets, et qu'on ne soit pas dans une forme d'esquive qui permette en réalité de continuer comme avant. Nous avons eu un changement sur la forme, il a promis aussi des ruptures sur le fond. Voilà. Et ces ruptures, elles ne se délèguent pas, c'est à lui de les consacrer. Vous avez parlé de pouvoir d'achat avec le Premier ministre selon son entourage. Est-ce qu'il y a des pistes concrètes? Écoutez, les pistes concrètes, c'est celles dont la presse a rendu compte. Vous rendrez sans doute compte aussi, dans les prochaines heures, de ce qu'il y a dans le projet qui a été transmis au Conseil d'État. Les économies sur les franchises médicales, les économies gigantesques sur
les allocations, sur les pensions, vous verrez que beaucoup de ce qui était dans le budget de François Bayrou a été transmis tel quel au Conseil d'État et sera probablement déposé tel quel sur le bureau des assemblées. Donc, ce que nous vous disons, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de rupture sur le fond. Nous avons une proposition de changement de méthode, mais un changement de méthode qui n'est que partiel parce qu'il ne pourra porter que sur un certain nombre de sujets. Il a reparlé d'année blanche. Donc manifestement, on retrouve la logique de M. Bayrou dans je dirais, la punition des Français aujourd'hui. La seule évolution, c'est de dire je vais peut-être épargner les plus modestes, mais personne ne sait ce que cela veut dire, épargner les plus modestes. Donc les choses ne sont pas claires aujourd'hui avec les propositions qui nous ont été faites. Il faut le dire très simplement. Et donc il y a encore quelques jours pour que cette clarification ait lieu et que les Français ressentent aujourd'hui un véritable changement de cap. Le changement de cap n'est pas constaté. Il n'y a rien eu sur la CSG. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ce temps de novembre. Bon, écoutez, il pleure dans notre cœur comme il pleut sur la ville. C'est des rendez-vous qui sont longs et qui sont fastidieux parce qu'on doit se battre pour être précis, j'ai l'impression, avec un Premier ministre dont je rappelle que nous pensons et que nous pensons toujours qu'il n'a rien à faire là et que c'est quelqu'un du nouveau Front Populaire qui devrait être à sa place. Néanmoins, si nous venons, c'est qu'on pense qu'on gagne toujours à sortir de l'ambiguïté et à gagner en clarté. On aimerait bien comprendre où va ce Premier ministre, sachant que la discussion de politique générale est ensuite un coup près et que ce qui est dit, ce qui n'est pas dit n'est pas dit. Donc on essaye de comprendre ce qu'il va faire, puisque ce matin il a fait une allocution dans la cour de Matignon où il nous a parlé du 49.3. Et donc pour les parlementaires qui sont dans cette délégation, c'est un sujet qui est important. On ne vous cache pas qu'on l'a porté depuis longtemps, qu'on le demandait. Mais enfin, en tant que Français, on voit bien que ce n'est pas du sonnant et du trébuchant très concret pour leur quotidien en termes de pouvoir d'achat, etc. Et nous, ce que nous voulons, c'est du sonnant et du trébuchant. Et là, aujourd'hui, ce que nous donne à voir ces rendez-vous, c'est que c'est long, c'est que c'est flou, c'est que c'est fastidieux et qu'on voit qu'eux-mêmes sont dans une forme de tâtonnement. Ils n'ont pas l'air de bien savoir où ils vont. Alors, on a une très longue discussion sur la fiscalité pour essayer de comprendre où ils voulaient en venir. Et donc, on voit que sur la taxe Zuckman, pour eux, c'est non. Et vous savez à quel point nous y sommes attachés. Donc nous redemandons et nous redemanderons la taxe Zuckman et nous déposerons les amendements et on continuera à porter ce qu'on a déjà porté et fait adopter l'Assemblée nationale. Mais on voit qu'ils sont en train de chercher, de cherchouiller dans d'autres directions. Et on leur souhaite bon courage, puisqu'on rappelle que c'est eux, du coup, à leur demande, qui sont au poste de Premier ministre. Et donc la charge de la preuve et de la responsabilité leur incombe à 100%. Puisque c'est eux qui ont décidé, malgré le vote des Français, d'être à cette place. Rappelons d'ailleurs que le fait de dire on se prive de 49.3 parce qu'on a compris qu'on n'avait pas de majorité, donc on va faire autrement, c'est ce que nous proposions nous, et que puisqu'ils y arrivent eux-mêmes, c'est qu'ils ont aussi acté qu'ils n'avaient pas de majorité. Et si c'est pour acter qu'on n'avait pas de majorité, on aurait pu nous nommer nous. Cet argument-là de dire on ne peut pas vous nommer parce que vous n'êtes pas majoritaire, tombe. Bon, on a beaucoup parlé de fiscalité. Et puis ensuite on a voulu parler de pouvoir d'achat, parce qu'on nous avait dit que les socialistes avaient tellement parlé de fiscalité qu'ils n'avaient pas eu le temps d'aller trop dans le détail sur le pouvoir d'achat, donc on a été un peu insistant, c'est pour ça que ça a duré longtemps, avec la sensation de devoir leur tirer quand même les verres du nez. Hier a été faite une annonce sur le fait que les personnes en couple, sans enfants, qui touchaient chacune le SMIC, étaient imposables sur le revenu, et que donc du coup on allait faire en sorte qu'il ne le soit plus. Ensuite est sortie une contre-information en disant non, attendez, on s'est trompé, ces gens-là ne payent déjà pas d'impôt sur le revenu. Donc ça, par exemple, on avait envie de savoir, on a posé beaucoup de questions. Donc on nous dit maintenant on pourrait garder jusque 2200 €, mais le problème c'est que tout ce qui nous est dit est conditionné à un équilibre global en disant on cherche par là, on cherche par là, on cherche par là. Peut-être qu'on pourra faire l'un des trucs, mais pas tous. On doit redemander à Bercy, on doit calculer, on doit voir évidemment avec le socle commun, on doit voir avec les syndicats. Et donc on a quand même la sensation que rien n'est prêt. Voilà, donc ça c'est, je pense, c'est une vraie sensation avec laquelle on sort.
Et puis, une fois que tout ça a été dit sur la fiscalité et sur le pouvoir d'achat, donc cette impréparation, ce flou, il est quand même assez préoccupant pour une équipe qui est là depuis 22 jours quand même. Ensuite, nous avons été très insistants sur l'environnement, sur les sujets écologiques, dont vous voyez bien que M. Le Cornu n'en parle jamais. Donc il aborde beaucoup de sujets via les collectivités. Alors il y a un moment, 1 milliard a été mis sur la table sur les collectivités, mais comme tous les chiffres qui ont été mis sur la table, on ne comprend jamais si c'est des ballons d'essai, si c'est testé et approuvé, si c'est vérifié. Enfin, on a beaucoup de mal à en savoir plus, donc je compte sur vous là-dessus. Je sens que vous allez poser la question jusqu'à ce qu'on ait des réponses. Et puis sur l'environnement, voilà, on a posé des questions claires. Quand on nous parle, par exemple, beaucoup dans les rangs de M. Retailleau, de multirécidiviste, que c'est très très grave, bon, bah, aujourd'hui, l'État est un multirécidiviste, multicondamné sur des décrets illégaux qui sont pris chaque semaine, chaque mois sur la biodiversité. Ils prennent des décrets en sachant qu'ils sont illégaux et que les écologistes, les associations, les politiques gagneront 3 ans après en justice. Donc ça, par exemple, c'est des choses qu'on a posées. On a posé aussi des choses sur le respect des droits humains, de l'état de droit, parce qu'aujourd'hui, les préfectures, voilà, sur des gens qui travaillent, qui sont en France, qui demandent des titres de séjour, qui demandent le renouvellement des titres de séjour, le respect des délais n'est pas tenu et met des gens en difficulté. Donc vous voyez, on demande des choses simples, telles que le respect de l'état de droit, de la réglementation et de la loi que les parlementaires ont votée. Et puis, on a demandé des avancées aussi. Alors, je ne vous refais pas toutes nos mesures, vous les connaissez, mais en termes de pouvoir d'achat, par exemple, on a demandé des choses précises. On a dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas regarder une augmentation des APL? Vous les avez baissées de 5 € arbitrairement. 5 € de plus, ça ne suffira pas, mais est-ce que si on augmentait les APL, là, ça ne toucherait pas de manière très très concrète les Français? Est-ce qu'une indexation des salaires sur les prix, et quand je parle de salaire, je parle aussi des traitements des fonctionnaires, est-ce que ça, ce ne serait pas du sonnant et du trébuchant? Donc on a vu, je vous cite quelques exemples, il y en a eu beaucoup, que sur ces mesures-là, ils écrivent sur leur feuille, bon, on va regarder ça, mais sincèrement, on sort avec aucune garantie sur rien, c'est très flou, donc très très décevant. Si j'ai bien compris, il y a quelques jours de la discussion de politique générale, dont j'ai pas bien compris quand elle serait, et on ne nous a pas donné de date, mais on nous avait dit, on a lu chez vous, que ce serait début de semaine prochaine. Le timing quand même est de plus en plus serré. J'ai pas l'impression qu'il y ait une accélération des propositions, de la préparation à l'approche là de la fin de la semaine et donc du début de la semaine prochaine. Donc je sors assez perplexe. Ça a été long parce que ça a été dur de leur tirer les verres du nez. C'est pas pour autant que ça a été clair et qu'on sort avec des choses très précises ni très convaincantes. C'est-à-dire qu'à ce stade, c'est toujours la censure pour les écologistes suite à ce rendez-vous? Eh bien, les écologistes sont constants. Et effectivement, nous avons dit qu'il y a 3 sujets qui, pour nous, sont extrêmement importants. Le premier, c'est la justice fiscale. Le deuxième, c'est l'ambition environnementale. Et le troisième, c'est le respect de l'état de droit et notamment du droit des personnes migrantes. Nous avons évoqué l'ensemble de ces sujets avec le Premier ministre. Premièrement, sur la fiscalité et sur les annonces budgétaires, on voit qu'il garde la trajectoire de François Bayrou, mais qui va l'emballer différemment en termes de communication. Sur les aspects de fiscalité, il a fermé la porte à la taxe Zuckman et il est plutôt dans un travail de continuité, tel que l'avaient pu le faire Michel Barnier ou François Bayrou. Par contre, je veux le souligner pour toutes les personnes qui ont manifesté ces derniers mois, la pression sociale qui est mise par les citoyens, par les économistes tels Gabriel Zuckman et par tous les parlementaires écologistes et de gauche, l'oblige à se confronter à la question des holdings, dire cet endroit où Bernard Arnault peut mettre son argent et être moins fiscalisé que vous et moi. Donc ça, effectivement, on voit bien que cette pression-là, elle peut fonctionner et qu'il faut continuer à la mettre en place. Donc ça, c'est la première chose, quand même, sur la fiscalité, on est dans la continuité et ils essayent de voir comment gérer un débat qu'ils ne pourront pas éviter sur la fiscalité des milliardaires. Le deuxième sujet, l'environnement. Écoutez, moi j'ai l'impression d'un Premier ministre qui s'est peu pensé sur le sujet. Quand on a parlé de la programmation pluriannuelle de l'énergie, il a fini par reconnaître qu'il n'avait pas encore eu le temps de s'y atteler. Pour nous, c'est extrêmement préoccupant. C'est une priorité, cette question du développement des ENR. C'est essentiel dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et enfin, sur l'état de droit, sur le respect des personnes migrantes, sur finalement, est-ce qu'il va céder aux demandes de Bruno Retailleau? Eh bien, nous n'avons eu que du silence. Un silence extrêmement inquiétant. Donc à ce stade, sur les sujets qui nous importent, les bougées sont extrêmement faibles. Sur la question du 49.3,
oui, c'est une concession faite à la gauche et encore une fois, faite à tous ces Français qui manifestent. Nous voulons dire, il dit place au débat au Parlement, nous n'en avons pas peur, les écologistes, le groupe écologiste et social a fait adopter de nombreuses mesures, dont la taxe Zuckman. Si Sébastien Lecornu respectait le Parlement, la taxe Zuckman serait intégrée au budget. Elle a été adoptée à l'Assemblée nationale. Mais la crainte qu'on a, et nous n'avons pas été rassurés, c'est cette alliance qui est en train de se former, le pacte entre les macronistes et le Rassemblement national. Là encore, nous n'avons aucune raison d'être effectivement rassurés sur le fait que nous ne voyons pas ce pacte se reconduire encore et encore et que le Rassemblement national devienne une béquille de la Macronie. Donc tout ça quand même pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui, à ce stade, oui, Sébastien Lecornu n'en est aucun élément qui pourrait ne pas amener à la censure. Notre rôle est d'être cohérent politiquement. Si c'est pour mener la même politique que François Bayrou, habillé de manière différente, habilement masqué, il n'y a aucune raison que l'on accepte. Mais en réalité, on a été face à l'homme de la continuité. L'homme de la continuité, alors que les Françaises et les Français attendent de la rupture. C'est ce qu'ils ont dit à travers leur vote il y a un an. Ils veulent une autre politique. Et en face de nous, on a eu quelqu'un qui nous a expliqué effectivement d'une manière très différente de ce qu'a pu faire François Bayrou, mais comment, en gros, il allait faire la même chose. C'est ça qu'on avait en face. Alors, l'annonce du jour, c'est le 49.3. C'était une de nos demandes, c'était une demande qu'on a toujours eue, de remettre le Parlement au cœur. Donc, très bien, soit de dire qu'il n'utilisera pas le 49.3 dans cette séquence. Ça va redonner effectivement, je dirais, de l'oxygène au Parlement, qui est bienvenu, heureusement, parce que ce Parlement, il est légitime, parce qu'il a été élu par les Françaises et les Français. Ça, c'est une chose. Mais à l'intérieur, nous, ce qu'on attend, c'est des lignes, c'est une ligne de conduite, c'est un cap politique. Et pour l'instant, on est totalement dans le flou. Et puis l'autre aspect qui est particulièrement dangereux, particulièrement inquiétant, c'est est-ce que, à l'intérieur de ce Parlement, à l'intérieur de cette ligne politique, on sera dans un cadre républicain? Est-ce qu'on va fonctionner avec ceux qui ont appelé au front républicain? Ou est-ce qu'on va être dans une politique des petits pactes avec l'extrême droite, comme on l'a vu à l'Assemblée nationale hier, qui est totalement inacceptable? Donc oui, nous sommes particulièrement inquiets. Nous sommes particulièrement inquiets en sortant de ce rendez-vous, parce qu'on a cette inquiétude justement avec cette alliance avec l'extrême droite, avec les idées de l'extrême droite, mais on est aussi particulièrement inquiets parce que nous n'avons eu aucune réponse et aucune ligne. L'écologie, c'est nous qui en avons parlé à la fin du rendez-vous parce qu'on attendait que ce sujet-là vienne. Rien de la part de Sébastien Lecornu sur ces sujets-là. Et je rappelle qu'avec François Bayrou, c'est 43 reculs sur la question environnementale. Est-ce qu'on va continuer dans ce sens-là? Donc aujourd'hui, moi je serai à la fois inquiet, nous sortons inquiets pour le pays, parce que c'est particulièrement pour le pays, parce qu'il y a besoin effectivement d'une stabilité, il y a besoin d'une vision politique que nous n'avons pas. Donc à ce stade, évidemment que je ne vois pas d'autre solution que de censurer. On a un Premier ministre, il est là, il doit donner ce cap-là, il y aura une déclaration de politique générale, je dirais que la balle est dans son camp. Oh oui, non, mais mes collègues parlementaires nationaux et la secrétaire nationale a bien suivi l'affaire. Moi, je suis député européen, je vais essentiellement parler de la question du Mercosur, non pas que ce soit le seul sujet européen, mais c'est celui qui va avoir des conséquences très vite, puisque la France va devoir voter au Conseil de l'Europe pour ou contre le Mercosur. Et mon inquiétude est très grande parce que le président de la République a viré sa queutille sur cette affaire, puisqu'il y avait une position très claire de la France contre ce Mercosur. Il commence à dire que s'il y a des clauses de sauvegarde, ces clauses de sauvegarde, c'est de la poudre aux yeux, c'est des fausses clauses de sauvegarde, s'il y a ces fausses clauses de sauvegarde, alors on pourrait donner notre aval en tant que Français sur ce Mercosur, ce qui serait un crime contre nos agriculteurs. Donc on n'a pas eu de réponse claire là-dessus, c'est le moins qu'on puisse dire, mais nous continuerons à porter ce combat. Message de service aux agriculteurs, les écologistes ont été les seuls à porter le Mercosur jusque dans le bureau de M. Lecornu et nous en sortons très inquiets, donc oui, il va falloir manifester. Voilà. Merci okay, beaucoup. Bon courage. Merci. Alors, Selon le Premier ministre et le Parti Socialiste, ce qu'on nous dit dans l'entourage de Sébastien Lecornu, c'est qu'il a vu
sur la table différente. D'abord, il a dit que n'utiliserait pas, il n'irait pas vers la table musulmane. C'est bon, la question de corps. Ça, c'est donc le récit donné par notre Premier ministre, mais derrière, il y a combien de temps Sébastien assure que c'est insuffisant, voire inquiétant. Très rapidement, en tout cas, va juger dès son week-end devoir avancer sur le gouvernement. Et puis la semaine prochaine, il devrait prendre la parole, une déclaration de politique générale où il précisera. Il y a les deux, je pense. Oui, il y aura les deux. En live bah, vous me dites quand vous êtes prêts. Très bien. On est resté. C'est bon pour nous. Quel est votre état d'esprit à l'issue de ce rendez-vous? Eh bien écoutez, on a eu une discussion franche. Comment je pourrais résumer ça? Je vous dirais que le Premier ministre, je dirais que c'est Sébastien le magicien. Parce que il nous a sorti du chapeau le 49.3 en disant qu'il ne l'utilisera pas. Mais de l'autre côté, là, il nous dit qu'on ne pourra pas discuter de l'abrogation de la réforme des retraites. On ne pourra pas abroger, suspendre la réforme des retraites. La seule chose qui sera mise à l'ordre du jour, c'est des mesures de pénibilité et éventuellement une mesure pour les pensions des femmes, mais la suspension de la réforme des retraites n'est pas à l'ordre du jour. Donc le débat n'est pas sincère, c'est pas juste. Nous lui avons demandé que l'abrogation, la suspension de la réforme des retraites soit à l'ordre du jour, et j'attends avec impatience son discours de politique générale. La deuxième chose, c'est que nous avons demandé quelles étaient les mesures prévues en matière de pouvoir d'achat pour les Français, concrètement. Nous avons, nous, une demande qui est très claire. C'est qu'il y ait au moins une mesure qui permette d'augmenter de 100 € par mois les salaires de nos concitoyens, les classes moyennes, par la baisse de la CSG notamment. C'est faisable. Et c'est proposé par d'autres forces de gauche. Il n'a pas donné de réponse. Ils y travaillent, mais ce n'est pas arrêté. Et donc, pour l'instant, j'en sais pas plus. Et enfin, la seule discussion où on sent qu'il y a du grain à moudre, et je vais être franc, là, il y a de quoi faire, c'est sur des mesures de justice fiscale. Effectivement, le gouvernement travaille à des mesures visant à taxer un peu plus les hauts patrimoines, les plus riches, les dividendes. C'est sur la table. Et là, pour ça, je veux saluer les mobilisations de ces dernières semaines, parce qu'à force de se battre et de l'exiger, le gouvernement est obligé de céder là-dessus. Et donc, ils vont lâcher. Maintenant, tout va tout va dépendre du débat que nous aurons à l'Assemblée nationale, au Parlement, parce que effectivement là-dessus, il n'y aura pas de 49.3. Sur le volet recettes, le Parlement peut amender, et donc nous pourrons augmenter les taux par rapport à ceux proposés par le gouvernement, aller plus loin que ce que lui propose, si on juge que c'est insuffisant, et faire rentrer plus de recettes dans les poches de l'État pour pouvoir mieux répondre aux besoins de notre pays, et je pense notamment à nos services publics. Donc là, il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte que l'on peut enfoncer pour aller plus loin. Mais je suis extrêmement déçu par l'absence d'ouverture sur la réforme des retraites et l'absence de propositions concrètes sur le pouvoir d'achat des Français, parce que c'est ça que nous attendons le plus, et que les Français, en 2026, aient de meilleurs salaires, en tout cas pouvoir mieux vivre de leur travail. Et c'est que vous en parlez, non? Parce que depuis ce matin, on nous dit qu'il y a des mesures pouvoir d'achat qui devaient être discutées avec vous et qui devaient être mises sur la table. Je ne vais pas vous dire des choses que je n'ai pas entendues. Il n'y a pas eu de proposition concrète de sa part. Nous avons parlé de la baisse de la CSG, que nous soutenons. Et c'est bien que nous soyons plusieurs forces à gauche à défendre l'idée que la CSG puisse baisser pour les salaires en dessous de 2000 € par exemple, et de gagner tout de suite 100 € de plus. C'est concret, on peut le faire. Il faut que le Parlement le vote. Mais par exemple, nous avons une autre proposition. Aujourd'hui, il y a 5 tranches d'impôt sur le revenu. Nous proposons, nous, qu'il y en ait 15 pour pouvoir baisser l'impôt des salaires les plus bas et augmenter les impôts des salaires les plus hauts.
Et ça, ce sont des mesures qui rapportent tout de suite de l'argent aux caisses de l'État. Et donc, il y a des propositions sur la table pour faire en sorte que les petits payent moins et que les gros payent plus. Ça, c'est concret. Et nous allons avoir ce débat à l'Assemblée nationale. Et c'est bien que nous ayons ce débat. Mais pour avoir ce débat, je demande au Premier ministre, à ce qu'il mette sur la table la possibilité d'avoir aussi le débat sur l'abrogation de la réforme des retraites. C'est un sujet... La porte a été fermée là-dessus. Aujourd'hui, il ferme la porte, et c'est pour ça que je suis déçu. Et il ne peut pas dire qu'il y a un débat ouvert parce qu'il n'y a pas de 49.3, mais que de l'autre côté, il n'est pas possible pour nous de déposer un amendement qui consiste à passer l'âge de départ en retraite de 64 à 62 ans. C'est un amendement. Et donc, à cause de l'article 40, nous ne pourrons pas déposer cet amendement-là, parce que le débat n'est pas possible, voilà, parce qu'il le ferme. Il faudrait que le gouvernement dépose un texte de loi ouvrant la suspension de la réforme de retraite et avec un débat sur le financement de cette baisse de l'âge de départ en retraite. Et nous sommes pour, nous avons plein de propositions, et nous en avons beaucoup discuté, de comment nous pouvons financer une nouvelle réforme de retraite. Et nous avons d'ailleurs beaucoup parlé d'une proposition, c'est que les revenus financiers, les dividendes, etc., payent des impôts comme nous, payent de la CSG comme nous, mais ils ne cotisent pas comme nous. Et nous demandons, nous, à ce qu'ils cotisent avec une recette affectée à la sécurité sociale pour pouvoir abroger cette réforme des retraites. Voilà, c'est pas compliqué, c'est une question de cotisation, et nous demandons à avoir ce débat à l'Assemblée nationale. Vivre mieux dans notre pays, vivre de son travail, permettre à ce que chacun puisse payer ses factures à la fin du mois quand on a bossé toute la journée. C'est tout ce que nous demandons, c'est pas la mer à boire quand même. Ayons ce débat à l'Assemblée nationale. Et ayons les débats et laissons le Parlement pouvoir décider sur tous ces choix. Or aujourd'hui, il n'y aura pas de 49.3, tant mieux, mais on ne peut débattre que du volet recettes et donc fiscalité. On ne peut pas débattre du volet dépenses parce qu'à chaque fois, il y aura l'article 40 qui nous en empêchera. Et donc, voilà. Est-ce que comme vos collègues écologistes, vous l'avez senti un peu pris par la pression qu'exercerait la droite, notamment Bruno Retailleau, notamment sur les questions de justice fiscale aujourd'hui ? Moi, je ne rentre pas dans ces débats-là, droite, gauche, les jeux politiciens, etc. Mais je pense que la seule pression qui compte aujourd'hui, c'est celle des Français, c'est celle-là qui pousse. Nous, nous portons cette voie-là, c'est-à-dire les gens qu'on rencontre, les travailleurs, les retraités, qui nous disent c'est plus possible. C'est cette pression-là qui compte et qui doit compter. Lui, il doit faire des calculs, forcément, mais nous, le seul calcul qu'on fait, c'est comment on fait en sorte pour que les Français vivent mieux demain. C'est tout. Monsieur Roussel, Victoire, quand il est sorti, il a parlé d'un profit budgétaire qui ressemblait beaucoup à celle de François Bayrou. Est-ce que vous partagez ce Il y a la même trajectoire libérale. Il ne s'est pas transformé en homme de gauche, hein, ça se saurait. Mais non, je vais vous dire franchement, j'ai regretté auprès de Sébastien Lecornu que concernant les retraites, c'est pire que François Bayrou. François Bayrou, lui, au moins, il avait dit, il n'y a pas de tabou sur l'âge, on pourra débattre de tout. Là, il n'y a même pas de débat possible. Donc je lui demande instamment à ce que dans son discours de politique générale, il bouge là-dessus et qu'il mette à l'ordre du jour la suspension de la réforme des retraites et que l'on débatte de son financement. Ça, je demande à ce que ce soit à l'ordre du jour. Si ça c'est à l'ordre du jour, effectivement ça changera beaucoup de choses. On verra le discours de politique générale. Je le renvoie au discours de politique générale et de ce qu'il y aura comme biscuit dedans. Voilà, moi je reste sur ma faim. Merci à vous. Merci. Avez-vous parlé des députés soumis qui étaient retenus en otage en Israël ? Oui.